Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Stories. La Chine du futur sera une mine technologique sans aucun doute, mais jouera-t-elle sincèrement et de façon massive la carte du green? On en parle avec Isabelle Capron, vice-présidente d'iCycle Group, une marque de mode durable qui a déferlé sur la Chine et montre désormais de belles ambitions en France. Sans transition, y a-t-il une montée en puissance du management émotionnel? Eh bien, réponse tout de suite avec Louise Emerlet de la plateforme de podcast Louis Média. Et puis on ira faire un petit tour en Mayenne en fin d'émission pour découvrir Maison Soleil, une entreprise de meubles qui relocalise. Smart Stories, c'est parti. Isabelle Capron, bonjour. Et bienvenue, vous êtes la vice-présidente d'iCycle Shanghai Fashion Group. C'est vous qui pilotez le déploiement de cette marque étonnante. On va en parler pendant cette interview hors de France. Donc cette marque hors de Chine. Hors de Chine, pardon, mais en France. C'est une marque de mode haut de gamme, originaire de Shanghai, qui mise sur le green et le durable, avec notamment des matières 100% naturelles. On va en parler. Elle séduit déjà les SCSP+ chinois et vous avez de grandes ambitions, notamment en France. Alors, installer en France une marque de luxe chinoise et green, on pourrait penser un peu à une farce, puisque le Made in China, il n'a quand même pas bonne presse, mais non, c'est la réalité. Est-ce que les Chinois ont leur chance sur ce marché français, selon vous ? Écoutez, ça fait... Vraisemblablement oui, puisque vous travaillez avec eux depuis 5 ans. Oui, d'autant que je travaille avec eux depuis bientôt 8 ans. Donc j'ai la forte conviction qu'il y a un ensemble de nouvelles marques qui sont en train de germer et d'émerger en Chine, qui font un grand succès, qui accompagnent l'essor de cette Chine incroyable, de cette Chine du futur, qui est effectivement bardée de stéréotypes. Bon, on peut en discuter, mais c'est vrai qu'on ne voit pas encore toute cette Chine qui fait de la qualité, qui fait des marques, on la voit pas et qui fait de l'innovation, et j'en suis témoin depuis 8 ans. Vous la voyez émerger, cette Chine? Elle est là, elle travaille en sous-marin, on peut dire? Mais non, je ne crois pas qu'elle travaille en sous-marin. Elle est portée par un marché domestique qui est en plein essor, puisque effectivement il y a un essor des classes moyennes qui porte sur la quantité, si vous voulez. On parle de chiffres qui passent de 100 à 500 millions, et on imagine encore que dans les 10 ans qui viennent, ça va se compter en centaines de millions de nouveaux consommateurs qui accèdent, si vous voulez, à des niveaux de vie beaucoup plus aisés, à une Chine qui devient beaucoup plus urbaine, qui est très innovante. Vous connaissez tous Baidu, Alibaba, Xiaomi, Tencent, WeChat, etc. Donc tout ça, en fait, c'est une Chine qui prend de l'avance sur l'Occident. Et étonnamment, dans le domaine de la mode, la marque iCycle est une marque, en fait, qui, de façon plus précoce que les marques occidentales, a vu qu'il fallait créer un nouveau chemin pour la mode, qui soit un chemin de mode naturel et durable. Alors, on va rentrer dans le détail de cette marque, qui donc n'est plus toute jeune, créée en 97. C'est une jeune femme de 23 ans. 23 ans. Oui, pour une marque, c'est quand même pas tout jeune. C'est plus une start-up. Elle est aujourd'hui présente dans 98 villes chinoises, 275 magasins. Décrivez-la nous, cette marque. Quelle est sa morphologie aujourd'hui? Alors d'abord, c'est une marque montante en Chine, qui est en train de sortir du bois. C'est une marque en pleine croissance. Elle a mis du temps à sortir du bois. Oui, bien sûr. Enfin, ça a été une start-up. C'est aujourd'hui une marque dont la carte d'identité est que c'est un chiffre d'affaires de près de 300 millions d'euros, 300 magasins dans 98 villes en Chine, et surtout une croissance non démentie depuis une décennie de 20% par an. 20% par an, donc sur le marché chinois. Sur le marché chinois. Pourquoi ne pas s'être aventuré à l'étranger avant? Alors, justement parce que cette marque a été conçue par 2 fondateurs qui font partie de cette nouvelle génération de Chinois, qui donc surfent sur cette Chine qui se développe, en particulier la montée des classes moyennes aisées, cette Chine qui veut de la qualité, cette Chine qui réfléchit le futur effectivement de l'innovation, de l'écologie. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de la Chine comme nation polluante, mais elle est très en avance sur ces notions-là. Et en fait, cette marque a été pensée dès le début comme internationale.
D'ailleurs, elle s'appelle Icicle, qui est un nom international. Ice pour la pureté du style, et cycle pour justement cette philosophie profonde du respect des cycles de la nature, c'est-à-dire de dire finalement, comme il y a eu le mouvement slow food, on le sait, il y a une trentaine d'années, c'est de dire au fond, il faut penser la mode différemment et en respectant le cycle de la nature, c'est-à-dire prendre des matières naturelles à la nature, les traiter avec le plus de naturel possible, c'est-à-dire produire de façon naturelle, avec un design extrêmement pur pour qu'il y ait peu de chutes et de déchets, et en faire une mode qui soit aussi esthétique qu'éthique. Je reviens sur les fondateurs. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs en Chine qui est en train de monter et qui pense le monde, qui se projette davantage dans la Chine du futur? À quoi elle ressemble cette génération d'entrepreneurs? Cette génération, elle est incroyablement enthousiaste. Pour commencer, elle a confiance en l'avenir, elle investit dans le futur, elle a la chance d'être justement dans une Chine en plein essor, donc où quantitativement il y a un business en fait qui est là. Il y a une envie de consommer. Bon, on parle de nos 30 glorieuses, là c'est les 40 glorieuses, c'est depuis 1980 que cette Chine est en train de se développer, et le rythme s'accélère. C'est-à-dire que la dernière décennie a montré un développement, une accélération en fait de toutes ces tendances. Effectivement l'émergence de WeChat, l'émergence de l'intelligence artificielle et l'émergence dans toutes sortes de secteurs de marques innovantes qui se voient un destin international. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu l'inverse de ce qu'a fait la Chine sur les 40 dernières années finalement. Il y a une bascule complète vers un monde plus durable, plus vert, avec des gens qui pensent et qui ne sont pas juste l'usine du monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette jeune génération d'entrepreneurs, ils ont entre 40 et 50 ans, a grandi dans une Chine qui a vécu des ravages, en fait, qui a vécu les ravages de l'industrialisation. Donc c'est pour ça que le mindset est en train de changer? Exactement. Le mindset, en fait, il y a une prise de conscience beaucoup plus précoce du fait qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Donc ils ont pris de l'avance sur des terrains qui sont ceux de l'écologie, par exemple, des technologies aussi, parce qu'ils étaient en retard, ils ont observé en fait toutes les marques occidentales, et ils sont capables de faire une synthèse de tout ça, parce qu'ils ont une capacité de regard sur le monde et d'innovation, une capacité de travail aussi, il faut dire, qui est telle que en fait ils se projettent, portés par cette croissance qui est quand même assurée d'année en année, sur des bons positionnements. Parce que là, en fait, ce qui est intéressant avec Icicle, c'est que c'est la marque du moment. On n'a jamais autant parlé d'écologie. Bien sûr, avec le confinement, bien sûr. Avec le confinement. Ils sont engagés. Le respect de la nature. Ils sont engagés sur le respect des droits de l'homme, ce qui se passe dans certains camps de travail. Écoutez, ça va jusque-là ou pas? J'ai eu beaucoup d'employeurs dans ma vie. Vous connaissez ma vie professionnelle. On va en parler après. Ça fait 8 ans que je suis témoin de gens qui ont une éthique de l'entreprise et de la RSE que je n'avais jamais vue. C'est-à-dire une conscience de... C'est une espèce de... D'ailleurs, c'est le positionnement de la marque, c'est caring fashion, mais care for people aussi. Donc, ce sont des gens qui ont un processus de sélection des fournisseurs qui est extrêmement exigeante, standards internationaux, standards chinois aussi, parce que ça existe, audit régulier, standards de travail tout à fait au-dessus des normes en Chine. Et donc, ce sont quand même des éclaireurs de cette nouvelle Chine et des gens qui sont vraiment en train d'inspirer d'ailleurs de nouvelles générations d'entrepreneurs. Alors, la France est la première implantation étrangère internationale de cette marque. Pourquoi la France? Est-ce qu'ils ont jugé que la France était incontournable? Merci, parce que la France fait encore rêver. En particulier. Mais oui, c'est pourtant le précaré de grosses marques de luxe, donc c'est quand même compliqué. Bien sûr, mais c'est tout de même d'aller se frotter à un Hermès ou un Vuitton. C'est d'abord la capitale de la mode, donc la capitale des talents dans le domaine de la mode. Donc, il y a 8 ans, on a créé un centre de design à Paris pour en fait fédérer un certain nombre de talents dans le domaine de la mode, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de l'image de marque, qui ont travaillé sur la création dans tous ces domaines pour fertiliser la marque en Chine et la préparer à avoir le niveau international. C'est pour ça qu'on a lancé la marque il y a 1 an, 35 avenue Georges V. Avec un deuxième flagship qui va ouvrir.
rue du Faubourg Saint-Honoré en 2021, donc 2 ouvertures très ambitieuses. Pour montrer la confiance en l'avenir de cette marque. Et il ne s'agit pas de concurrencer les Chanel, Hermès, Vuitton, etc. Il s'agit de proposer une nouvelle offre dans le domaine de ce que je pourrais appeler une nouvelle nature du luxe, qui est un luxe plus quotidien, plus raisonnable, plus raisonné, et qui permet en fait aux gens de vivre la beauté des matières naturelles au quotidien. Alors, puisque vous les citez, Hermès, Chanel, Co., comment est-ce qu'ils voient cette intrusion d'un groupe chinois qui a de grosses ambitions, qui investit sur un marché qui est un peu leur précaré depuis des années? Je pense que, ce sont quand même des acteurs tellement excellents, qui sont tellement dans l'excellence, qui ont tellement su se réinventer, parce qu'on oublie que toutes ces marques étaient démodées il y a encore 50 ans. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense que ces marques sont en train aussi de réfléchir la mode de demain, évidemment. Et je pense que chacun s'inspire. C'est-à-dire que Icicle est très inspirée par toute la dimension stylistique aussi de toutes ces marques. C'est pour ça qu'elle veut des talents français pour être plus fort dans sa mode. Et donc aujourd'hui, vous êtes à peu près 60 en France. Je pense aussi que, j'espère en tout cas, que ces marques-là nous observent avec intérêt, apprécient la qualité de nos produits. Votre masse salariale, c'est à peu près 60 personnes en France? 60 personnes en France. On était 2 il y a 7 ans. Alors, vos produits, 350 € pour un jean, 1500 € pour un trench, plus de 2000 pour un manteau. Du coup, à qui vous adressez-vous? Votre cible, ce sont les Français? Ce sont les étrangers qui ne viennent plus en France en ce moment? Alors, ce qui est important dans la cible, c'est qu'on s'adresse aux nouveaux professionnels. C'est-à-dire, on s'adresse à vous, aux gens qui travaillent, et qui ont besoin de s'habiller au quotidien et qui ont besoin d'être élégants, bien, et qui aiment les vêtements qui sont statutaires mais non ostentatoires. Donc c'est un style, c'est une nouvelle demande qui est justement d'un vestiaire qui soit à la fois extrêmement esthétique, étudié, agréable à porter, mais beaucoup moins ostentatoire que certaines Bien sûr. marques. Mais à 350 € le jean, vous ne visez pas tout le monde. Donc c'est une niche. Quelle est votre cible? Ce n'est pas une niche. C'est en fait toutes les nouvelles générations urbaines, actives, de cadres, de dirigeants qui voyagent et qui, j'espère, revoyageront. Donc là, ce sont les Français qui viennent dans vos boutiques? Alors, ou ce sont un équilibre. Ce sont les étrangers qui viennent? On a eu en fait 9 mois avec le confinement de vente. On a observé que en fait, on attirait beaucoup la clientèle française. On a 60% de clientèle française et 40% de clientèle internationale, qui est essentiellement asiatique, moyen-orientale ou américaine. Donc en fait, on attire une clientèle totalement internationale, et c'est normal parce que le style est complètement international. Qu'est-ce que vous avez fait pour la marque depuis 6 ans que vous travaillez pour elle? Comment avez-vous insufflé votre marque? D'abord, j'ai fait un travail de recrutement important de ces talents. Donc, il a fallu les attirer dans une aventure qui n'était pas évidente à rejoindre, puisque on en a parlé, rejoindre une marque chinoise inconnue, c'était pas évident à Paris. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ça a été vraiment un travail de positionnement de la marque, et on a voulu la positionner comme la nouvelle marque en fait de mode naturel et durable. On a créé un concept de marque qui est Made in Earth. Donc, qui a un clin d'œil à la fois à Made in China, mais qui veut dire littéralement que les produits de cette marque sont fabriqués avec des éléments de la terre, et que cette marque est aussi fabriquée par des talents du monde entier. Made in Earth. Donc ça résume absolument la philosophie de la marque. Mais tout est fabriqué en Chine, soyons clairs. Tout est fabriqué en Chine, et c'est le nouveau Made in China qui est un Made in China d'excellence. Et c'est ça l'évolution de la cible. C'est où le Made in China? L'usine du monde est en train de monter en gamme. Elle est où cette usine d'excellence? Cette usine d'excellence, elle est dans les 4 usines aujourd'hui qui sont possédées par le groupe. Donc, ce qui est important, c'est que le groupe maîtrise sa qualité, parce qu'elle possède ses outils de production. Donc voilà, c'est ça. Et il y a énormément de marques qui aujourd'hui... Physiquement, elles sont où? Elles sont dans la région de Shanghai. Dans la région de Shanghai. Ouais, rien au Tibet, par exemple? Non. Alors Isabelle Capron, vous avez un parcours atypique, vous aimez les challenges. Vous avez travaillé chez Fauchon,
que vous avez longtemps accompagné avant sa mise en redressement judiciaire. On l'a redressé. Vous l'avez redressé de 2004 à 2012. Cette fois, un groupe international qui commence à être connu, mais il y a 7 ans, effectivement, c'était un gros pari. Pourquoi des challenges comme cela? Est-ce que vous allez puiser une forme d'énergie, de renouveau en accompagnant des marques comme celle-là? Écoutez, je suis une amoureuse des marques. J'aime les belles marques depuis toujours. J'ai un passé de publicitaire aussi, donc j'ai accompagné beaucoup de très belles marques. Je pense à L'Oréal, Mercedes, Nivea, Monoprix, etc., dans des secteurs extrêmement différents. Et je crois beaucoup au rôle des marques dans la société. C'est-à-dire que je pense que les marques aujourd'hui ont un sens, ont un propos et peuvent influencer les sociétés, les gouvernants et avoir un rôle dans l'évolution positive de nos sociétés. Donc ça a été le sens de ma démarche toujours et j'aime bien effectivement le risque parce que je pense que le vrai risque c'est de ne pas prendre de risques et donc j'aime bien les challenges. Fauchon c'était un challenge, c'était aussi le fait de faire revivre des métiers d'excellence en France et de donner envie à des jeunes de rejoindre ces professions-là en leur donnant un super coup de jeune et coup de frais, ce qui a été le cas, puisqu'il y a toute une nouvelle génération de chefs, inutile de vous le dire, qui sont d'incroyables créateurs et qui font rayonner la France. Et avec Icicle, j'ai pensé 2 choses. J'ai pensé qu'il fallait que je connaisse la Chine parce que parce qu'il va falloir jouer avec la Chine pendant le 21e siècle. Tous les entrepreneurs et tous les businessmen et women vont devoir travailler et coopérer avec la Chine, donc il faut la comprendre. Et j'ai voulu ça, et j'ai voulu aussi comprendre comment on pouvait aller dans un chemin plus vertueux pour la mode, qui est un secteur que j'aime beaucoup aussi familialement. Donc j'ai voulu explorer ça et je suis impressionnée de ce qu'on peut faire et j'espère du nouveau segment qu'on va ouvrir dans ce monde de la mode qui a été très dominé par la fast fashion. Et je suis aujourd'hui convaincue qu'il va y avoir tout un mouvement de slow fashion qui va se développer avec un cortège de marques qui va se développer dans les décennies à venir. Je reviens sur votre expérience chez Fauchon qui s'est finalement mal terminée. Non, pas à l'époque quand je suis partie. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que vous avez appris? Bien sûr, mais qu'est-ce qu'elle vous a appris que vous utilisez, que vous mettez au service de cette nouvelle aventure avec les Chinois aujourd'hui? Elle m'a appris la force des convictions, la force des idées, le fait que les Français sont très bons dans le savoir-faire, la qualité et la construction des marques. Et que aujourd'hui, pour exister, il faut avoir des visions de marque très très fortes, il faut avoir beaucoup de volonté pour les porter et il faut avoir des valeurs. Savoir travailler avec les Chinois, c'est un plus, c'est une force dans le paysage géopolitique actuel, selon vous? Ah oui, j'en suis convaincue. Ça a demandé beaucoup d'efforts de part et d'autre parce que tout ce qui est confrontation culturelle, alors il y a une double confrontation, je dirais au sens positif du terme, culturelle, parce que c'est pas du tout la même façon de voir le monde, la même culture, la même éducation et la même façon. C'est pas du tout la même façon de faire le business. On a des façons extrêmement cartésiennes et logiques là où les Chinois fonctionnent de façon beaucoup plus circulaire. Ils vont beaucoup plus vite, on travaille plus lentement mais mieux. Donc tout ça se confronte, mais en même temps se fertilise. Donc je trouve que je pense que j'ai réappris énormément depuis ces quelques années. Et vous vous projetez dans le futur, on restera là-dessus. Merci infiniment Isabelle Capron d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente d'Icicle Shanghai Fashion Group. Vous restez avec nous, on enchaîne avec Smart Fresh tout de suite. Smart Fresh avec Édouard de Quatre-Barbes, président de Maison Soleil. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Et Louise Emerlé qu'on est ravis de retrouver. Bonjour. Vous êtes donc journaliste au sein du podcast Travail en cours de Louis Média. Ce podcast, il est en ligne depuis jeudi dernier. Et vous êtes demandé dans ce podcast si les managers devaient s'ouvrir aux émotions de leurs équipes. Est-ce que vous avez la réponse, Louise ? Absolument, et il faut tout à fait s'ouvrir aux émotions des équipes en entreprise. Si on s'est posé cette question, c'est parce que historiquement, en fait, les émotions étaient complètement exclues du monde du travail.
on oppose en fait souvent émotion et raison en pensant que les émotions vont un petit peu venir court-circuiter notre raisonnement. Et en fait, on a interrogé une docteure en neurosciences qui s'appelle Emma Villarem et qui nous explique que c'est complètement faux de penser comme ça, parce que les régions du cerveau qui sont en charge de nos émotions et celles qui sont en charge de notre raisonnement fonctionnent en réseau et donc communiquent constamment ensemble. Parce qu'une émotion, finalement, c'est quoi ? C'est un signal de survie qui va nous permettre de réagir de manière adaptée. Donc, quelque part, c'est totalement pertinent de les écouter et de les laisser informer notre prise de décision. Et donc ça a quand même fait son petit bout de chemin dans le monde de l'entreprise et dans le management. Et dans les années 1990, un psychologue américain qui s'appelle Daniel Goleman qui a popularisé le concept d'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle ? C'est le fait d'avoir conscience des émotions qu'on ressent, de bien percevoir les émotions de ses interlocuteurs et de prendre des décisions en les prenant en compte. Et c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, au fur et à mesure, est devenue une véritable compétence professionnelle qui est maintenant recherchée par les recruteurs qui font, par exemple, passer à certains candidats des tests de quotient émotionnel comme on ferait passer des tests de QI. Très intéressant. Mais alors, la grande question que se pose sûrement Édouard et que je me pose, c'est est-ce qu'on peut l'améliorer, cette intelligence émotionnelle ? La très bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'améliorer. Et c'est vraiment un très grand enjeu pour les managers parce que, en fait, quand on monte en hiérarchie, on a des biais égocentriques qui sont exacerbés. Et c'est ce qui explique la docteure en neurosciences qui dit que plus on monte en hiérarchie, en fait, il y a des expériences qui ont montré qu'on percevait de moins en moins bien les émotions sur les visages de nos interlocuteurs. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, mais il y a plein de techniques pour désamorcer ces biais égocentriques. Et notamment, elle préconise la technique de la verbalisation. Donc en fait, toutes les semaines, 30 minutes, verbaliser ses émotions, les écrire ou les dire. Et ça a des effets positifs sur notre humeur, notre stress, nos taux d'anticorps et nos performances. Et globalement, en fait, c'est de mettre en place des modes de travail en entreprise pour faciliter la parole des équipes et l'expression des émotions. Merci beaucoup Louise, vous restez avec nous évidemment. Édouard de Quatre-Barbes, je ne sais pas si vous utilisez l'intelligence émotionnelle pour diriger l'entreprise Maison Soleil, vous allez peut-être nous le dire rapidement en répondant à ma première question. Comment est-ce que votre marque, elle s'inscrit dans le grand chamboulement du marché de l'ameublement en France et ce marché en pleine croissance ? Alors, oui, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'on utilise, hein, clairement, indiscutablement, quand vous êtes entrepreneur. Si vous faites évidemment beaucoup de raisonnement, etc., vous avez aussi beaucoup d'intuition. Et vous avez la nécessité d'accompagner vos équipes avec l'intelligence émotionnelle, c'est clair. Pour ce qui est de l'ameublement, on a aujourd'hui, l'objectif de la société, en fait, c'est de proposer un mode de consommation un peu différent de celui qui a eu cours jusqu'alors. On propose en fait à nos consommateurs d'accéder à des ateliers de production sur mesure. Et en fait, on produit à la commande. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des grandes collections en quantité et qu'on fait faire à 8000 km d'ici. On les fait faire en France. Pour les nouvelles collections, on essaie de les faire en France au maximum. Sinon, donc ça représente la France, le Made in France représente 30-40% de votre aujourd'hui, production. c'est autour de 30. On essaie d'accentuer ça. Parce qu'il faut rappeler que cette entreprise, elle a été créée par vos parents et que vous en avez pris la responsabilité il y a... Alors, je l'ai racheté il y a 4 ans. Vous l'avez racheté il y a 4 ans. Voilà. Et donc je l'ai racheté avec la volonté, je quittais un grand groupe et j'avais vraiment la volonté de réfléchir justement sur un projet qui soit un tout petit peu disruptif par rapport au modèle de consommation qu'on avait jusqu'alors. Parce qu'il faut absolument être... Alors on a parlé beaucoup d'innovation, on a parlé de mouvements durables, de matières durables dans l'interview précédente. C'est ça aujourd'hui qui vous anime, c'est de miser sur quelque chose d'un peu différent de ce qui existait avant, sur l'innovation, sur le disruptif et en même temps d'allier, de conjuguer avec le Made in France et des matières plus nobles, plus durables ? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça ? C'est absolument indispensable et je pense que les clients ont envie, en fait, les consommateurs ont envie de consommer de façon durable et de comprendre en fait ce qu'ils achètent. Et ils ont envie d'acheter durable, c'est-à-dire que
ce qu'ils achètent, ils veulent pouvoir l'utiliser dans leur mode de vie au quotidien. Ils n'ont pas forcément envie d'acheter, vous voyez, un appartement témoin. Ils ont envie de pouvoir utiliser leurs meubles comme bon leur semble. Et ils ont envie de savoir d'où provient, en fait, le cuir, le bois massif, le tissu, tout ce qui est utilisé pour faire de l'ameublement. Ils ont besoin de comprendre l'origine, en fait, de la production. Et ils ont envie d'être au courant. En fait, Internet a jeté une lumière incroyable sur toute la chaîne de production. Et tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à faire en sorte que la production soit vraiment le plus proche possible, en fait, du consommateur. Et qu'au moment où le consommateur achète, quasiment à l'issue de l'acte d'achat, mais la production se lance sur le meuble qui a été conçu pour lui, imaginé pour lui. Donc cette production, elle se fait où? Elle se fait en Mayenne, là où vous avez vos bureaux. Exactement. Est-ce que vous nouez des liens particuliers avec des artisans locaux? Est-ce que c'est compliqué de les trouver aussi? Ouais. Parce que relocaliser, c'est bien simple, mais il faut les trouver. Et il y a des grandes marques qui créent leur propre atelier de production pour fidéliser justement ces artisans. Bien Comment sûr. est-ce que vous faites? Alors, nous, sur les 2 premières années, j'ai passé un temps incroyable à essayer de rencontrer un maximum d'artisans. Et puis, il faut arriver aussi à trouver un modus operandi qui soit possible. Nous, l'idée, pour donner accès à ces ateliers de production sans avoir des coûts qui soient exorbitants, c'est d'essayer de faire des mini-séries. Donc, on a fait des mini-séries. Tous ne peuvent pas le faire. Il y a aussi une exigence avec un cahier des charges qui leur est imposé, et on essaie de réfléchir en bonne intelligence pour voir ce qu'il est possible d'arriver à construire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Donc on a sélectionné des ateliers experts dans le meuble, en particulier donc dans la menuiserie, dans le cuir, dans la tapisserie, qui sont des experts de leur domaine, et parce qu'on a des petites séries, on arrive à avoir des coûts qui sont quand même encore relativement raisonnables et qui permettent aux clients d'avoir un meuble de qualité sans avoir un prix exorbitant qui soit celui du luxe, par exemple. Alors, vous êtes face à un exercice d'équilibriste qui est celui de chouchouter vos clients, de chérir ce côté humain et en même temps de basculer dans le digital. Comment est-ce que vous faites pour joindre les deux bouts? Alors, le digital, en fait, il y a un circuit qui est quasiment naturel, en fait, pour le client qui découvre en fait les marques, qui découvre les produits par Internet, qui s'approprie les produits avec la possibilité de sélectionner des couleurs, des matières, etc. Et après, il y a un parcours utilisateur au travers du magasin. Et il faut absolument arriver à retranscrire cette expérience utilisateur au sein du magasin. Il y a un autre élément qui est important pour nous, c'est qu'on est une marque familiale, enfin on est une maison familiale, et on fait en sorte d'être joignable systématiquement. Et on n'est pas, vous voyez, comme peuvent l'être certaines sociétés, à avoir un système de centrale d'appel où la personne est totalement éloignée de la production, totalement éloignée du business. Là, l'idée, c'est qu'on sait quand les meubles sont produits, à quel rythme, et on sait de quelle forme il faut qu'il soit pour quel client. Et donc, ça permet un certain suivi et ça permet aux clients qui appellent d'être parfaitement bien accueillis, quoi. Très rapidement, il nous reste 30 secondes. Comment est-ce qu'on gère une entreprise avec ce poids de la famille, puisque ce sont vos parents qui ont créé? Est-ce que ça crée des doutes, des inquiétudes? Est-ce que c'est dur de gérer ce poids au quotidien? Alors, ça crée c'est exigeant, on va dire. C'est exigeant. On parlait tout à l'heure d'intelligence émotionnelle. C'est sûr que racheter une société à quelqu'un qui l'a créée, qui en plus est de votre famille, c'est assez délicat. Mais ça aussi, c'est assez stimulant dans le sens où c'est aussi un actif, c'est aussi une histoire, c'est aussi un beau projet. Donc c'est ce qui vous dope au quotidien. Et c'est un peu ce qui dope au quotidien, c'est clair. On restera là-dessus. Merci à tous les deux pour la justesse de vos réponses. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine pour de nouvelles histoires d'entrepreneurs.